On parlait de parenthèse, il y a quand même eu 70 interpellations ce matin. On imagine que les cérémonies terminées, ça va revenir sur le devant de l'actualité. Tout l'enjeu, c'est de savoir si ça va se politiser, si j'ose dire, ou non. Il y a effectivement des gens qui ont sifflé, il y a effectivement une espèce de mélange entre des bonnets rouges ou des gens du printemps français, c'est-à-dire les opposants au mariage, enfin la fraction dure des opposants au mariage pour tous. Alors après, le problème c'est de savoir si c'est jouable, si c'est envisageable. Un 11 novembre de faire ce genre de choses, si ça se fait, si c'est correct, si c'est décent, y compris par rapport à l'idéologie de ces gens qui ont bien sûr le droit de manifester. Il y a eu quelques réactions cet après-midi, une réaction assez dure de Manuel Valls, assez dure à la même désir, c'est assez logique, venant des deux. Je ne pense pas que l'opposition va embrayer en considérant que le droit de manifester son désaccord avec le chef de l'État puisse se jouer à 11 novembre. On connaît Jean-François Copé qui vient de publier un livre sur la bataille de la Marne et qui sont tous aussi dans la logique du respect gaulliste et du respect de Clémenceau, c'est-à-dire de la Grande Guerre. Voilà, c'est fâcheux, mais comme on l'a envisagé ce matin, il y avait une certaine, non pas liberté, mais il n'y avait pas eu un quadrillage des champs de manière à éviter ce genre de choses. Alors qu'ils avaient eu vent quelques jours plus tôt. Plus que vent, ouais. il y avait eu un appel à manifester qu'on a tous, enfin pas tous, mais qu'on a reçu par mail en disant profitons de cette occasion pour manifester notre opposition au chef de l'État et lui demander de partir. Voilà, donc c'était quelque chose qui était su à l'avance. Bon, c'est toujours fâcheux, mais je ne pense pas que ça ait des conséquences politiques particulièrement importantes. Avant de retrouver Arnaud Comte dans un instant, un mot Fabrice d'Almeida, parce que le général de Gaulle en son temps a été sifflé lui aussi. Il a fait l'objet de manifestations sur les Champs-Élysées même, où il avait été hué, c'était au moment de la guerre d'Algérie, mais le général de Gaulle, lui, réagissait de manière généralement assez sévère quand il était contesté. Il prenait l'article d'injure au chef de l'État et faisait condamner, notamment à des amendes, ceux qui s'étaient adonnés à des protestations. Le simple fait de le huer, c'est-à-dire de faire ouh, avait valu une condamnation à un opposant. Oui, mais il faut quand même dire que dans la période de la guerre d'Algérie, l'opposition était très virulente entre le pouvoir gaulliste et les partisans de l'Algérie française. Vous faites très bien le ou en tout cas, Fabrice. Très modéré. Sur place à Oyonnax, avec Jean-François Roman-Petit, le fils de celui qu'on appelait Roman, le héros, le chef de file de ces maquisards du 11 novembre 1943. Oui, Marie, Jean-François Roman-Petit, qui est le fils du colonel Roman-Petit, qui était le chef du maquis de l'Ain, qu'on a entendu tout à l'heure dans une interview qui avait été diffusée en 73. On a entendu votre papa. La présence du président aujourd'hui, c'est le 3e président à venir ici à Oyonnax, après Charles de Gaulle, après François Mitterrand. C'est important de savoir qu'on ne vous oublie pas, qu'on n'oublie pas Oyonnax. Je pense que c'est extrêmement important. C'est pas qu'on ne m'oublie pas, c'est qu'on n'oublie pas ces hommes surtout qui ont, si vous voulez, qui ont répondu à un moment le plus difficile, puisque ils sont rentrés dans la résistance. Mon père, je ne sais pas si vous saviez, commandait les bases aériennes de Cannes et Nice. Après, il a rejoint un homme qui s'appelait Jean Nochet à Saint-Étienne. Il a participé à la création du groupe Espoir. Et puis après, Jean Nochet a été arrêté. Et mon père avait des acquaintances avec un homme qui s'appelait Marcel Démia. Et il a rejoint l'Ain, là où il a participé à la création des maquis de l'Ain. Le président a fait le lien, le trait d'union entre les deux guerres pour ce 11 novembre. Est-ce que vous comprenez cette démarche ? D'une part, tout à fait, parce que déjà, mon père avait fait 14-18, il était 2e classe, il a été gazé, et ensuite, il a fait l'école spéciale de Saint-Cyr, et il est rentré, parce qu'il était au 13e chasseur alpin. Et puis après, il est rentré dans l'armée de l'air, et ensuite, si vous voulez, quand donc après, il est retourné à la vie civile, il avait son droit, il a sa licence en droit, il voulait être avocat, il a fait du journalisme, et il a même monté une agence de publicité pour faire de l'événementiel. C'est assez, vous voyez, on avance toujours sur son temps. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Roman-Petit. Voilà, Marie. Voilà. Merci Arnaud. On va rejoindre à quelques mètres de vous Sylvie Cozzolino. Sylvie, on va peut-être raconter la genèse du film dont on a diffusé les images tout à l'heure, qu'on va peut-être d'ailleurs revoir, qui est un document absolument exceptionnel et vraiment un témoignage pour l'histoire. Alors Marie, en fait l'histoire de ce film est très simple. C'est Henri Jaboulet qui était chef régional du maquis de l'Ain qui a confié une caméra à son fils et qui lui a dit tu vas filmer tout ce que tu vois, tu vas nous suivre et tu vas filmer. Et le fiston a pris son travail très à cœur puisqu'il a filmé avec de larges extraits l'arrivée des camions aux abords d'Oyonnax. Et il s'est rendu compte qu'il avait usé beaucoup de pellicules et qu'il ne lui en restait plus beaucoup pour filmer le défilé. C'est pour ça qu'on a vraiment que quelques
quelques images de ce défilé. Mais le fiston a vraiment pris soin de pouvoir nous faire vivre ce moment. Je ne sais pas s'ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient à cette époque et s'ils se doutaient que ce film serait un film pour l'histoire. En tout cas, on remercie le fils d'Henri Jaboulet. Merci Sylvie. Peut-être encore un mot sur ce film. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Là, on voit bien, là, c'est l'image de la reconstitution. C'est ce qu'on a vu, la Croix de Lorraine déposée tout à l'heure. Oui, ce qui est très, très frappant dans le défilé lui-même, donc on voit bien les maquisards qui sont dans cette tenue particulière. Et sur le côté gauche, ils sont encadrés par leurs officiers d'actifs ou de réserve qui portent la tenue qu'ils avaient en 39-40, tenue parfaitement réglementaire, et qui défilent tous au pas comme si c'était un vrai défilé du 11 novembre sans l'occupation. Donc ce contraste entre cette impression de force, de rigueur, de discipline militaire, en sachant qu'en 1943, la France est entièrement sous la botte nazie et Vichy se radicalise de plus en plus, ce sont effectivement des images tout à fait extraordinaires. Fabrice Almeida. Il y a un détail qu'avait soulevé tout à l'heure Virginie Saint-Cric. Nathalie, j'arrête plus. Non mais là, non, c'est j'arrête un plus. festival. Non, moi ce matin on Je m'a appelé n'arrête plus. Valérie. Je n'arrête plus. Pardon Nathalie. Tout à l'heure c'était Pierre Sergent. Je n'arrête plus là. Non mais je reviens quand même. Bon, à part les lapsus quand même. Allez-y Philippe. Non, il y a juste. Fabrice. Il y a un détail qui a été soulevé ce matin, comme ça je suis sûr de ne pas faire de lapsus, enfin j'espère, c'est qu'il y a le dépôt d'une croix de Lorraine, et cette croix de Lorraine, elle nous permet de faire le joint, le lien avec la manifestation, il faut que je me reprenne, pardon. Cette croix de Lorraine nous permet de faire le lien avec la manifestation du 11 novembre 1940, puisque le cœur de cette manifestation, c'est que les jeunes lycéens parisiens qui avaient manifesté, et de lycées de banlieue, on parlait de la Canale tout à l'heure, eh bien, voulaient déposer une gerbe en forme de croix de Lorraine, faite de fleurs bleues, d'œillets, pardon. Et donc, on peut voir là cette filiation entre ces 3 11 novembre qui sont dans nos mémoires. Si vous nous avez suivis ce matin aussi sur France 2, on a aussi parlé du patriotisme. Nathalie Saint-Cric, vous nous disiez ce matin que traditionnellement, c'était plutôt pas une valeur de gauche parce que souvent assimilée au nationalisme et que la gauche ne voulait pas faire cet amalgame. Le mot patrie a été prononcé par François Hollande dans son discours. Alors on est allé poser la question encore à de jeunes enfants que Pascal Stelletta a rencontrés au musée de la Grande Guerre de Meaux. Que signifie le patriotisme, cette notion aujourd'hui pour les plus jeunes? Écoutez. C'est protéger sa patrie. C'est quand on a envie de se battre pour la France. C'est quand on est fier de son pays. Être fier de son pays et pouvoir le représenter. Et donc, comme la guerre de 14-18, pouvoir le défendre s'il y a besoin. Si c'était obligatoire comme une mobilisation générale, on n'a pas le choix. S'il le faut, si c'est vraiment nécessaire, oui. J'ai pas vraiment l'âge, je raisonne pas comme si j'avais l'âge, mais là, en ce moment, je pense que oui, j'irai. Ça paraît normal de servir son pays, et même s'il y en a qui devaient mourir ou quoi, on mourra avec l'honneur parce qu'on serait mort pour servir son pays. Voilà, c'est pas mal de finir sur cette note-là. Juste une précision, Pierre Servant, je disais juste avant que, ce qu'on disait avec Nathalie Saint-Cric ce matin, en fait, que le patriotisme n'était pas vraiment une notion employée, utilisée par la gauche. C'est vrai pour l'histoire très très contemporaine, parce qu'avant l'affaire Dreyfus, c'était plutôt une valeur exaltée par la gauche, le patriotisme. Oui, tout à fait, et même le nationalisme guerrier, on le voit notamment pendant la guerre de 70, et Gambetta, le gouvernement de défense nationale, Gambetta qui sort de Paris pour essayer d'animer la province contre l'occupant allemand, alors que les choses sur le plan militaire sont malheureusement très mal engagées, avec un rôle très important du général Trochu, qui est un général oublié, mais qui a joué un rôle très important, premier président du Conseil de la Troisième République, proclamé le 4 septembre dans des conditions absolument hallucinantes de jeu de rôle à l'hôtel de ville, avec des gens qui rentrent par une porte, qui veulent un gouvernement d'extrême gauche, et qui feront la commune d'ailleurs après Trochu, qui arrive à réunir les Jules, qui sont les piliers de la Troisième République, Favre, les autres, Grévy, etc., qui sont Ferry, qui sont là autour de lui. Et à ce moment-là, effectivement, les radicaux, enfin, la partie la plus à gauche est hyper nationaliste, hyper anti-allemande et hyper pour le combat, la poursuite du combat à tout crin. On va réécouter un extrait du discours de François Hollande que vous avez peut-être